J'ai très tôt eu envie de devenir auteur de BD. À chaque fois que je recommence un nouveau livre, j'ai l'impression de faire un livre pour une toute première fois. Quand on fait des livres, c'est un privilège énorme parce que ça suppose déjà d'être dans une société qui le tolère, qui le permet. Et en France, c'est le meilleur pays du monde pour ça. C'est un honneur de pouvoir faire des livres. J'essaie de faire les livres le mieux possible. Je suis un électron libre, une vagabonde. Et je parcours la planète avec mon petit messager que j'embarque partout avec moi. Je l'ai symbolisé par un cercle, un personnage qui pousse le cercle vers l'autre qui tend les bras. Un morceau de vie, il faut bien réaliser. Son œuvre est traduite en 23 langues. Il a conquis le monde entier avec sa série L'Arabe du futur, vendue à 3,5 millions d'exemplaires. Il revient avec ce nouveau roman graphique, Moi, Fadi, le frère volé. Riyad Satouf est notre invité. Dans cette émission également, la sculptrice Nathalie Decoster et ses personnages qui interrogent le temps qui passe. Et puis à la fin, un coup de cœur ou plutôt un coup de fourchette. Nous vous emmènerons à la Tour d'Argent. Mais puisque nous sommes ici au Musée des Arts et Métiers, on va faire un petit bout de balade. C'est un trésor pour tous les curieux d'innovation. Installé dans un ancien monastère, le musée des arts et métiers abrite les inventions qui ont révolutionné notre façon de comprendre et de conquérir le monde. Incontournable notamment, le pendule de Foucault qui démontre la rotation de la Terre, mais aussi plus de 2500 objets qui retracent l'histoire des sciences et des techniques dans un cadre unique où le passé et la modernité dialoguent. Bonjour Riyad Satouf. Oh, Valérie, ça va? Ouais, ça va très bien. Je suis ravie. On en profite pour découvrir quelques trésors. Ce véhicule-là, par exemple, de la fin du XVIIIe siècle, c'est l'ancêtre de la voiture. Alors évidemment, quand on regarde cet engin aujourd'hui, ça nous semble très maladroit, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Vous, quand vous vous replongez dans vos premières bandes dessinées, est-ce que vous voyez immédiatement l'évolution ? Oui, enfin, disons que même quand je regarde mon dernier livre, j'ai du mal à le regarder. C'est-à-dire, quand je regarde mes dessins, quels qu'ils soient, je me sens mal à l'aise. Il n'y a aucun moment où je me dis « tiens, c'était super ». Moi, j'avoue que je vois la bande dessinée comme étant comme une petite machine, quoi. C'est-à-dire dans laquelle les dessins servent à quelque chose. Et c'est ce que j'adore ici, c'est qu'en fait, devant tous ces systèmes qui semblent avoir été conçus pour régler des problèmes, c'est-à-dire, par exemple, quand on regarde ça, moi, je ne sais pas à quoi sert ça, mais en fait, au départ, le truc, c'est que ça va avancer. Je trouve que ça ressemble au fait de faire une histoire et de dessiner, de faire des bandes dessinées. On utilise plein de petites techniques qui sont invisibles pour les lectrices et les lecteurs et qui permettent de régler des problèmes comme émouvoir ou les emmener dans une histoire qui avance, etc. Cet aéroplane, comme beaucoup d'autres objets exposés ici, incarne le rêve, le défi de son inventeur. Est-ce que vous considérez vos bandes dessinées comme des véhicules pour explorer vos rêves, peut-être vos tourments, vos difficultés ? Pas exactement dans ces termes-là, parce que par exemple, si je regarde cet avion, pour nous, il est très beau. Et en fait, moi, quelque part, je me mets à la place, en toute simplicité, d'Adair et de son invention, et il est complètement imparfait. C'est-à-dire qu'en fait, il ressemble à une chauve-souris parce qu'il s'est dit je vais faire comme une chauve-souris, mais en même temps, il est tout nul et il marche à peine. Mais il est beau. Ce qui est hyper bien, c'est justement l'idée de progrès qu'il y a dans cette maquette, c'est qu'on est émerveillé et en même temps, c'est une micro-étape vers quelque chose d'encore mieux, de plus perfectionné. Et c'est vrai que les histoires, c'est un petit peu pareil. Riyad, on parle de ce nouvel album, Moi, Fadi, le frère volé. Vous revenez sur un événement révélé dans la précédente série L'Arabe du futur, l'enlèvement de votre frère par votre père. Vous écrivez à la première personne, mais le point de vue change puisqu'il s'agit de celui de votre frère. Est-ce qu'il s'agit d'un contrepoint ou d'un prolongement de L'Arabe du futur ? Alors, c'est les deux à la fois. Et c'est aussi le point de départ de l'Arabe du futur, le point de départ caché, fantôme un petit peu. J'ai d'abord commencé par vouloir raconter les histoires de ce frère, parce que pendant 20 ans, on n'avait pas eu de ses nouvelles, je ne savais pas ce qu'il avait fait, je ne savais pas s'il était vivant ou mort quelque part. Et donc quand je l'ai retrouvé, il m'a raconté toute sa vie, et
toutes ces histoires ont ranimé en moi les souvenirs de mes propres années au Moyen-Orient. Ensuite, je pense que son histoire a quelque chose à la fois de très dur et d'inracontable. Et pour rendre son histoire, disons, intelligible pour les lectrices et les lecteurs, je voulais qu'il y ait les 6 tomes de l'Arabe du futur déjà disponibles autour, comme un peu des capsules de sauvetage. Et ce faisant, vous explorez une période qui est faite de doutes, de culpabilité, de regrets aussi. Comment est-ce que vous avez accueilli et recueilli les confessions de ce frère dont vous dites qu'il a été longtemps, en effet, un frère fantôme? Quand je l'ai revu en 2011, je lui ai un petit peu sauté dessus avec plein de questions et j'attendais beaucoup de réponses. C'était très drôle parce qu'on ne s'était pas vu pendant 20 ans et c'est comme s'il avait... Il savait déjà ce que j'attendais de lui, quelque part. Toutes les histoires qu'il m'a racontées, je les trouvais géniales à mettre en image. C'était comme une histoire vivante qui demandait à devenir un livre, quelque part. Mais ces retrouvailles, elles ont dû être folles, enfin en tout cas d'une intensité incroyable. Je le raconte dans le 6e tome de l'Arabe du futur. C'était à la fois calme et étrange. Et c'est vrai que je vais raconter de son point de vue également comment ça s'est passé, parce que pour lui, ça a été autre chose. Je raconterai ça dans la suite des livres. Il y a toujours un projet, qui me permet discrètement d'éviter les questions. Bon, cette histoire, elle est quand même tragique et en même temps, on sent bien qu'il y a une volonté chez vous de la rendre acceptable par l'humour d'abord, par aussi la présentation de ce père qui a fait des choses, et vous le dites, terribles, mais en même temps, il n'est pas si antipathique que ça. Alors, quand on rend le récit un peu plus digeste, est-ce qu'on ne prend pas le risque de réécrire ou de revisiter l'histoire? Alors, moi, en tant que lecteur ou spectateur, j'aime les récits où la complexité humaine est montrée de la manière la plus crue, disons. Enfin, je pense que le plus infâme salaud a des bons côtés et il y a énormément de gens qui se targuent de bonne morale et qui ont des côtés horribles. L'être humain est comme ça, on a tous une part d'ombre. Et pour moi, c'était l'occasion dans ce projet-là, justement, de montrer ce père, ce qu'il a fait sans le diminuer, et en même temps de mettre mal à l'aise les lectrices et les lecteurs en les amenant à avoir de l'empathie pour ce personnage. Comment est-ce que vous expliquez que votre histoire personnelle fascine à travers la planète? Et est-ce que vous pensez que le genre, c'est-à-dire la bande dessinée, dans ce récit autobiographique, est pour beaucoup dans ce succès? Alors, moi, je fais des bandes dessinées depuis une vingtaine d'années. Maintenant, j'ai commencé à faire des bandes dessinées humoristiques assez trash. Et ce type de bande dessinée, ma grand-mère bretonne le détestait. Par exemple, elle avait horreur de me voir mettre des gros mots dans mes dessins. Et ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait l'Arabe du futur, j'ai eu envie de faire une bande dessinée qu'elle aurait aimé lire. Et je crois qu'en faisant une bande dessinée pour les gens qui lisent pas de BD, ou qui sont pas habitués à la BD, parce que ma mamie détestait ça, je crois que j'ai rencontré un lectorat auquel j'avais absolument pas accès avant, quelque part. Vous nous aviez dévoilé il y a quelques années la vie secrète des jeunes. Ensuite, vous nous avez parlé du quotidien à la fois banal et exaltant de la petite Esther. Vous nous avez fait rire avec les tribulations d'un jeune acteur. Qu'est-ce qu'il y aurait d'incontournable en 2024 dans la vie secrète des jeunes, si vous repreniez le stylo, le crayon? Oui, je dirais qu'il y a un truc qui est quand même... c'est dans la façon de parler. J'ai repéré, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un train, là, il y avait des gens qui étaient devant moi, des jeunes, et alors ils avaient un tic de langage. Il y a beaucoup de jeunes qui font grincer les R, c'est-à-dire, je suis très content. Ah oui, je suis très content. Très content. Ouais. Et où ils glissent Très, sur le Z, très, sur le ouais. Z. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas comment le... Alors, je le dessinerais, je pense, en mettant plusieurs Z, ou en mettant plusieurs R avec des petites postillons. Je suis très content d'être au musée des Arts et Métiers. Et, c'est vraiment un musée très, très sympa. On change d'univers. Je suis sûre que vous avez déjà croisé une sculpture avec une silhouette qui semble se balader dans un cercle. Nathalie de Coster, qui signe ses œuvres monumentales et épurées, expose partout dans le monde. Et aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de son atelier. Bonjour Nathalie. Bonjour. On est dans ton royaume et on va s'intéresser... Oh là 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 là, fais attention, fais attention. Et on va s'intéresser à ton travail, tant sur la forme que sur le fond. On commence par le fond.
l'évocation, le message, qu'est-ce qu'ils nous racontent, tous ces personnages qu'on sent en équilibre, qui font des grands écarts, qui se balancent de temps en temps? En fait, je travaille sur la condition humaine à travers plusieurs thématiques où je parle de notre relation absurde d'homme moderne avec le temps, nos relations aux autres, mode de pensée, la fragilité humaine. Et parfois, ça permet de se ressaisir un peu avec cette prise de conscience et d'avoir une vie meilleure. Ta sculpture iconique, justement, elle s'intitule « Le temps qui passe ». On la retrouve un peu partout dans le monde. Où est-ce que tu exposes? Cette sculpture est devenue mon symbole. Et je fais des projets partout dans le monde, beaucoup en Chine, où j'ai fait déjà une vingtaine d'œuvres monumentales pour différentes villes, en Amérique du Sud, à Sao Paulo. Ce personnage un peu partout dans des villes du monde, dans l'espace public, et les gens les reconnaissent. Et ça fait comme un parcours de signes de reconnaissance avec ce symbole qui raconte quelque chose de philosophique, sans limite de culture, sans limite de langue, un langage de signes. Bon, la suite, c'est quoi? Ben là, je suis en train de faire une sculpture de 9 mètres de long sur 5 mètres de haut pour la ville de Wuhan. Le projet en cours. Je fais aussi une œuvre pour un jardin en Californie. Je fais aussi des œuvres partout un peu en Europe. Et j'adore avoir différents types de projets en même temps. Bon, Nathalie, je vais te laisser te balancer. C'est la fin de ce Paris des Arts, mais vous restez avec nous. On part tout de suite à la Tour d'Argent pour un coup de cœur haut en saveur. Dans ce coup de cœur, je vous emmène découvrir l'un des plus vieux restaurants de Paris. Il est solidement ancré sur le quai de la Tournelle, face à Notre-Dame. Il vient de rouvrir ses portes après 15 mois de rénovation. Et on va tout de suite aller voir ce qui se trame dans les cuisines de la Tour d'Argent. Bonjour André Terrail. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci, heureux propriétaire des lieux. Alors c'est votre grand-père qui a ouvert la Tour d'Argent. Quand on fait 15 mois de travaux avec un tel héritage au sommet, quel est le fil directeur? Respecter l'héritage, vous en avez parlé, mais surtout réinventer cette maison de manière à ce que les clients retrouvent leur marque. Nous avons la chance d'être face à Paris, Notre-Dame, et puis c'est un théâtre. C'est un endroit vivant, il se passe 1000 choses. Il y a la position du maître d'hôtel, les sommeliers, les cuisines qui sont derrière nous. Donc c'est tout un spectacle qui se crée et que nous devons réinventer chaque soir. Je vois que ça s'active. J'imagine que la carte a été repensée, mais que les classiques demeurent. Quels sont les incontournables? Les quenelles de brochet, bien sûr. Aujourd'hui, quenelles de cendre, puisque le chef s'amuse, il réinvente la carte. Le foie gras des Trois Empereurs, bien sûr. Le caneton Frédéric Delair et puis les crêpes Mademoiselle. Très, très joli travail de salle. Bon, vous me mettez l'eau à la bouche. La rénovation, elle est de taille. Les cuisines ont été entièrement ouvertes. Elles sont désormais ouvertes sur cette salle qui a subi un lifting. Le 6e, le 7e étage ont été entièrement repensés. Et surtout, vous avez créé 3 nouveaux espaces. Lesquels? Bien sûr, alors très très beau travail de l'architecte Franklin Hazy qui a vraiment réinventé cet édifice historique. On remonte jusqu'en 1582, mais les immeubles d'aujourd'hui sont de 1788 et 1825, donc c'est quand même 200 ans dans ces immeubles-là. Et puis bien sûr, toute une série de nouveaux espaces, de nouvelles expériences, le toit de la tour, le rooftop que nous allons découvrir, le bar des maillets d'argent en hommage à mon père, et puis bien sûr l'appartement qui est au 5e étage et qui permet de dormir face peut-être à la plus belle vue de Paris. Bon, moi, je vais rester un petit peu pour profiter du panorama. Merci André. Je vous en prie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Quelle vue!